Le face-à-face. Et c'est un titre pour le moins accrocheur, La nouvelle guerre secrète, unité militaire clandestine et opération spéciale, un livre d'Éric Dénessé. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour. Bonjour. Bonjour Éric Dénessé. Alors vous avez fait un livre, écoutez, c'est un livre passionnant parce que c'est un livre qui montre le paradoxe formidable du 21e siècle et de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous l'avez fait avec Alain-Pierre Laclotte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette époque de surinformation, on dit mais tout est transparent, on sait tout, effectivement, on sait tout. Oui, on sait tout sur un certain nombre de domaines, hein, puisque les réseaux sociaux, etc. Mais en revanche, ces nouvelles guerres secrètes, et vous en parlez, et vous dites justement qu'il y a à peu près 50 ans, plusieurs pays ont créé des petites unités de recherche humaine opérant en civil et en secret. Et ça va même sur les opérations homo, on l'a dit, sur qu'on peut effectivement exécuter des gens. François Hollande l'a d'ailleurs révélé, enfin, je parle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que Washington, Londres, Tel Aviv, effectivement, opèrent dans une clandestinité qui, je dois dire, reste assez forte, sinon très forte. Et oui, Dénessé. Plus il y a de transparence dans nos gouvernements, dans nos modes de gouvernance, eh bien, finalement, plus les exécutifs, en tout cas dans un certain nombre d'États, trouvent encore des moyens de dissimuler au contrôle parlementaire, et puis bien sûr aux yeux des adversaires, que ce soit des adversaires terroristes ou des adversaires étatiques, des actions pour pouvoir continuer à faire des opérations clandestines, de renseignement. Mais alors, il y a deux raisons à cela. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'infiltrer des milieux terroristes et criminels. Donc il faut être de plus en plus secret. C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Ouais. Et puis en même temps, le contrôle est parfois tellement étroit de la part du Congrès, du Parlement ou de la Chambre des communes qu'ils trouvent des moyens d'aller planquer ça derrière des programmes divers et variés. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que c'est vrai que quand on a des ennemis, enfin, c'est pas être cynique ni être cachotier que dire les guerres secrètes doivent se combattre secrètement. Si effectivement tout est exposé au grand jour dans les parlements, etc., eh ben, qui va en profiter? Les ennemis totalitaires qui, eux, n'ont pas ces scrupules, et encore moins ces contre-pouvoirs, et évidemment, ils vont en profiter. Alors, est-ce que ça continue? Est-ce que c'est toujours aussi efficace ou plus efficace que jamais, Éric Dénessé? C'est efficace, parce que sinon ça aurait été abandonné. Mais comme vous le disiez, effectivement, vu qu'on a en face de nous des terroristes, des criminels ou des États adverses qui font du renseignement sur le territoire de ces États, et c'est le cas en France, d'ailleurs on le voit avec les policiers où un certain nombre de noms sont révélés, eh bien en Israël, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, ils commencent tout simplement par déjà dissimuler leurs unités au sein de leur ministère de la Défense, au sein même des autres unités militaires, pour que les terroristes ne puissent pas, à la limite, venir se venger et éliminer ceux qui opèrent contre eux jusque chez eux. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, au-delà de ça, il y a un autre phénomène, c'est que quand on lutte aujourd'hui contre le terrorisme, et c'est le cas depuis les années 70, il faut aller à l'intérieur des mouvements terroristes. On peut plus se contenter de l'action de la police, on peut plus se contenter de l'action des militaires classiques. Il faut des gens qui aillent faire le sale boulot, qui infiltrent ces mouvements. Et c'est comme ça que ces unités sont... la langue, la culture, la etc. langue, laisser pousser les cheveux longs, laisser pousser la barbe, se mettre en civil. Et alors, notamment en Israël et aux États-Unis, ces unités sont nées en particulier parce que ces pays n'ont pas de gendarmerie. Et qu'il y avait un vide entre le travail de la police et des armées que nous n'avons pas en France, puisqu'on a cette force paramilitaire qui est autorisée à intervenir en civil dans certains cas. Et Anglais et Israéliens ont donc développé cela. Alors c'est efficace, c'est extrêmement caché. Parfois, ça génère un certain nombre de dérives. Il faut le dire. Mais quel genre de dérive, alors, par exemple? Chez les Britanniques, très clairement, dans les années 80-90, ces unités-là et les forces spéciales qui les accompagnaient sont parfois transformées en escadrons de la mort. Il y a eu quelques exécutions un petit peu excessives. En France aussi, quand même, non? Alors, nous n'avons pas... Les opérations homo dont parlait François Hollande. Oui, mais alors ces opérations homo, on les fait à l'étranger. Tandis qu'à l'origine, les Britanniques l'ont fait en Irlande du Nord et les Israéliens l'ont fait à Gaza, en Cisjordanie. Il n'y a que les Américains qui ont créé ces unités-là et qui ne les emploient pas sur le territoire national. Et alors eux, par contre, c'est vraiment des exécutions extrajudiciaires, j'ai envie de dire à tour de bras, que ce soit par les drones ou par les opérateurs de terrain. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas lié, depuis des millénaires, à l'exercice de la guerre? Clausewitz en parlait, Sun Tzu en parlait, le secret et la dissimulation fait partie intégrale de l'art de la guerre, quelque part. Mais absolument, et puis c'est ce que disait Pasqua avec son accent inimitable, il faut terroriser les terroristes. Les Britanniques, qui sont en gros à l'origine du concept, ont inventé le concept de contre-gang. C'est-à-dire pour lutter contre des gangs terroristes ou criminels, c'est à nous de recruter d'autres terroristes criminels encadrés par des militaires pour faire la même chose. Donc effectivement, la nature ayant horreur du vide, eh bien on a vu ces unités se développer.
Il y a un second point une seconde raison pour laquelle elles sont apparues, c'est que pendant la guerre froide, le travail d'un officier de renseignement, c'était dans une ambassade, en costume cravate. On essayait d'infiltrer les techniques. À la John le Carré. À la John le Carré. C'était long, c'était lent, c'était emmerdant d'une certaine façon. On cherchait à infiltrer la technostructure adverse, c'est-à-dire le comité central du Parti communiste, l'état-major tchèque ou soviétique. Et puis, depuis le début de la guerre antiterroriste, on s'aperçoit que ces hommes-là, quelle que soit leur qualité, ne sont pas faits pour opérer en solo au fin fond de Karachi, de Kaboul ou de Jalalabad. Et donc, il faut maîtriser le combat, il faut maîtriser, être capable de se débrouiller tout seul, savoir tirer. Et donc, on est allé chercher des gens dans les forces spéciales que l'on a formés au renseignement parce que c'est un nouveau type de renseignement et qu'il fallait combler le vide. C'est une espèce de guerre de guérilla. C'est tout à fait ça, c'est une guerre urbaine, c'est une guerre où l'opérateur risque sa vie à chaque fois. Il y avait malgré tout une espèce de modus operandi pendant la guerre froide où on ne se tuait pas tellement entre le KGB et la CIA et le SDEC à l'époque. Tandis que là, aujourd'hui, on a en face de nous des terroristes qui sont prêts à tuer tout le monde pour n'importe quoi. Donc il faut travailler avec des opérateurs de manière différente. Et vous trouvez aujourd'hui, alors on ne va pas reparler évidemment, mais ce qui s'est passé au Bataclan ou à Charlie, etc., pour ne parler que de cela, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé effectivement par rapport à il y a 30 ou 40 ans où on ne voyait pas la menace de la même façon? Est-ce qu'on a fait vraiment des progrès? Oui, on a fait des progrès énorme. D'abord parce qu'on a commencé par agir en réaction. Donc au départ, on était un petit peu dépassé. Même si en France, on avait, par tradition, probablement, nous sommes le pays occidental qui a la plus grande tradition de lutte antiterroriste contre un terrorisme de type arabe ou islamique, puisque ça a commencé en 1954 avec le début de la guerre d'Algérie, les attentats du FLN sur notre sol, et puis après, ça a été permanent contre les Palestiniens, contre le FIS et les GIA. Bon, c'était moins le cas chez les Américains. Mais il y a eu effectivement un décalage au début, on va dire dans les années 2001 jusqu'à la fin des années 2010. Et puis, petit à petit, tous les services du monde occidental ont augmenté leurs effectifs, ont rattrapé leur retard. Et le différentiel entre les terroristes et les services de lutte antiterroriste s'est réduit. D'ailleurs, on le voit bien dans la manière dont Daesh puis Al-Qaïda ont été frappés, même s'ils ne sont pas réduits à néant. Il ne faut pas rêver. Bien sûr. Mais alors justement, moi je voudrais que vous me donniez votre livre passionnant, je le recommande vraiment aux éditeurs de Sud Radio, La Nouvelle Guerre Secrète, paru chez Mareuil Éditions. Vous parlez des unités militaires clandestines et opérations spéciales. Vous racontez beaucoup d'histoires. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, justement, peut-être chez les Israéliens, ces fameux Mistaravim. Voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser aux éditeurs, c'est qu'est-ce qu'on appelle exactement une unité militaire clandestine. Ce n'est pas les services spéciaux. C'est-à-dire que ça reste des hommes ou des femmes, des militaires qui respectent les grades militaires, qui n'interviennent en revanche pas en uniforme, sous fausse identité, voire avec des faux papiers, ce qui est déjà en contravention avec les lois de la guerre classique, et qui interviennent sur les théâtres d'opération où sont les forces armées, et non pas au service c'est le cas de le dire, au service des services spéciaux. Donc, l'une des unités les plus connues, parce qu'il y a une célèbre série télévisée qui en a fait l'éloge, c'est Fauda, et on voit très bien, effectivement, ce sont des militaires israéliens qui travaillent en civil, qui franchissent la frontière sur 2 ou 5 kilomètres, essentiellement en Cisjordanie et à Gaza. Oui, qui sont passés même pour des militants palestiniens. Voilà, qui ont des camionnettes avec des marques de plomberie diverses, et dont le but est soit de faire du renseignement, c'est localiser quelqu'un qui prépare un attentat terroriste, mais ce n'est pas leur mission principale, éventuellement l'arrêter ou l'éliminer. Alors, les Israéliens sont très très bons là-dedans, mais ces unités-là n'interviennent finalement qu'aux frontières de l'État hébreu. Dès lors que l'État hébreu veut éliminer un terroriste à l'autre bout du monde, c'est le Mossad, donc le service spécial israélien, qui prend le relais. Ce sont deux domaines assez différents en réalité, très complémentaires. Et alors, est-ce qu'il y a, justement, à ce niveau-là, où on les faux papiers, etc., clandestins, comme vous dites, effectivement, est-ce qu'il y a une coordination, et comment est-elle possible en différents pays, puisqu'aujourd'hui c'est mondial. Donc comment ça se passe quand c'est justement sans papier, enfin illégal, etc. Comment... Alors, il n'y a pas de coordination parce que autant les services spéciaux coopèrent entre eux, autant ces unités militaires clandestines restent très nationales et liées à l'action des forces armées. Bien sûr, comme d'habitude, les Britanniques et les Américains coopèrent beaucoup, mais ce qu'on observe notamment chez les Américains, c'est qu'aujourd'hui, ces unités-là qui dépendent du Pentagone font beaucoup plus de renseignements et d'opérations que la CIA. La CIA, depuis des années, et malgré 2001, est toujours sous l'œil du Congrès, extrêmement contrôlée, et la Maison-Blanche, pour éviter ce contrôle qu'elle considère parfois comme intrusif, a décidé
décidé de développer ces unités clandestines qu'elle peut employer sans l'aval des parlementaires. Et du coup, ces unités clandestines ont développé à leur tour une capacité à faire des opérations, à rentrer sous faux papiers dans des pays étrangers. Ils sont présents aujourd'hui dans 160 pays de la planète. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont mis d'ailleurs, il y a des programmes qui dépasse Mission Impossible en matière de fiction. Ils ont un problème qui s'appelle réduction de la signature, alors dans lequel ils ont réduction de la signature. Réduction de la signature, c'est-à-dire ne pas laisser de traces. Où ils ont des masques en latex, comme dans le film Mission Impossible, qui permettent à leurs opérateurs de passer les frontières. De la même chose, des gants qui simulent les empreintes digitales et la transpiration. Et surtout, ils font aussi un travail cyber où ils vont modifier les bases de données des gardes frontières étrangers au moment où l'opérateur passe la frontière et ils remettent la base de données à jour après. Ils font du hacking, ils arrivent ils sont allés très très loin, ils ont beaucoup innové. C'est ça qui est extraordinaire, la technologie au service des actions. Et comme toujours dans le domaine du renseignement, dans 95% des cas, c'est beaucoup moins sexy que ce que le cinéma veut nous montrer, mais dans 5% des cas, ça dépasse largement les fictions les plus créatives. Les plus fortes aussi, c'est ça. Absolument. Vous dites qu'il y a des opérations vraiment qui vont très au-delà de Mission Impossible ou de quoi que ce soit. Il y a vraiment des choses extraordinaires. Les Américains, par exemple, pour protéger leurs équipes aujourd'hui, ont plus de, je crois, 700 ou 800 personnes de mémoire qui, aux États-Unis, font fonctionner des fausses sociétés, allument et éteignent les domiciles des personnes qui sont en opération à l'étranger, gèrent leur compte en banque, gèrent leurs papiers. Et encore une fois, ce sont bien des unités militaires, ce n'est pas la CIA. Oui, c'est ça, c'est très intéressant. C'est passionnant, même on va continuer à en parler après ceci. À tout de suite. Tous ces États. Et les nouveaux guerriers sont aussi dans tous leurs états, et pour de bonnes raisons, effectivement. Éric Dénessé, Alain-Pierre Laclotte, La nouvelle guerre secrète, paru chez Mareuil Éditions. Un livre, mais je vais vous dire, c'est toujours pareil. On dit que, comme disait Éric Dénessé, certes, 95% des choses sont peut-être moins spectaculaires que chez Tom Cruise ou James Bond, mais vous avez 5% des opérations qui sont beaucoup plus étonnantes, et il y a vraiment des choses de folie, et ce livre raconte énormément, effectivement, d'histoire, de ce qui se raconte, etc. Et au fond, j'allais vous dire, récemment, on s'est tous posé la question, quand il y a eu, vous savez, le fameux contrat à 65 milliards, hein, encore un contrat du siècle, qui a, dernière minute, en tout cas apparemment, échoué. C'est les Américains qui ont rattrapé ça avec les Anglais pour vendre aux Australiens, et les Français se sont retrouvés fort dépourvus quand la bise fut venue. Et nous, on s'est vraiment posé la question, mais que faisait la DGSE ? Et alors, vous me dites, c'est pas du tout ça, en fait. Mais non, d'abord, la DGSE fait ce que lui demande de faire le gouvernement. C'est jamais un service de renseignement qui choisit lui-même ses missions. Et dans ce dossier, d'après effectivement ce que l'on sait, le gouvernement était informé. Les gens de la DGSE font bien leur travail, ils ont des antennes un petit peu partout, ils discutent avec les alliés, on a vu le coup venir. Et donc là, c'est finalement, comme souvent, on va accuser les services spéciaux d'inaction ou de ne pas avoir donné les informations, mais dans 99% des cas, ils l'ont fait. C'est le politique qui n'en tient pas compte et qui, bien sûr, pour se couvrir, sachant que les services ne viendront pas protester, dit « je n'ai pas eu d'informations ». Alors là, il n'y a eu aucune dérive de cette nature-là, mais malheureusement, on a perdu. Alors, c'était pas un contrat, c'était un accord cadre dans lequel il y a eu plusieurs contrats qui avaient été honorés et d'autres qui devaient... Enfin, la surprise des politiques, mais elle est totale. Le matin même est quand même... Et vous savez, je pense que c'est pire que ça, parce que c'est quand même très naïf. Depuis avant la fin de la guerre froide, les Australiens... Enfin, exactement, depuis la fin de la guerre d'Indochine, les Australiens n'ont de cesse que de nous remplacer en Asie du Sud-Est. Imaginez un jour que ces gens qui nous ont embêtés sur les essais nucléaires, sur l'Indochine, changent d'avis et deviennent les meilleurs alliés des Français. Écoutez, je suis quand même surpris qu'on soit tombé dans un panneau comme ça. Ouais, c'est quand même assez étonnant. Une naïveté, on peut dire, ou déni, mais enfin... Bon. Un peu des deux. Et aujourd'hui, si on regarde le paysage, vous en parlez dans votre livre, est-ce que la géopolitique basculant comme elle l'est, les plaques tectoniques, vraiment, la tectonique des plaques bouge énormément sur ce globe. Aujourd'hui, est-ce que l'apparition de la Chine en tant que grande puissance, ça fait quand même quelques décennies déjà, change la donne au niveau des services secrets, des opérations secrètes ? Bien sûr. Alors maintenant, on voit se dessiner depuis une dizaine d'années finalement une espèce de hiérarchie. Il y a 3 grands services qui sont à peu près capables de tout faire, d'intervenir partout dans le monde, de renseigner, de mener des opérations. Ce sont bien évidemment les Américains qui sont quand même les plus en pointe toujours, les Chinois et les Russes qui
malgré leur démographie. Les Chinois sont forts en renseignement. Voilà. Les Chinois sont forts parce qu'il y a une diaspora, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont nombreux. Et puis derrière ces 3 leaders, il y a 3 pays qui suivent, qui sont un peu pas distancés, mais qui ont moins de moyens, mais qui ont quand même toujours une capacité d'action mondiale. Ce sont les Britanniques, les Israéliens et les Français. D'accord. Et puis, tout de suite après. Voilà, qui viennent après. Bien sûr, ni en termes de population, ni en termes de budget, nous n'avons les mêmes possibilités. Et puis après, il y a les autres, mais qui peuvent être parfois très très bons, voire meilleurs que nous, sur une zone limitée. Par exemple, les services marocains ou algériens vont être très bons sur leur zone, y compris sur leurs opérations en France, sur un certain nombre de choses. Les Italiens vont être très bons sur les Balkans, meilleurs que nous, puisque les Balkans ne sont pas nécessairement de notre zone près. Donc, c'est toujours très difficile de comparer un service à un autre, parce qu'ils ont... Finalement, comme une entreprise, ils ont des objectifs différents. Et ils ont leur précaré, enfin. Et ils ont leur héritage, où ils ont par tradition des agents, des sources et connaissances du terrain. Et vous diriez aujourd'hui, s'il y avait à comparer, bien sûr, ce n'est pas plus ou moins violent qu'avant. C'est toujours la guerre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la fameuse phrase de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, y compris la guerre secrète? Absolument, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que la guerre secrète est beaucoup plus violente. Pendant la guerre froide, on ne se tuait pas à tour de bras. Il y avait encore une fois un respect. C'était des professionnels contre des professionnels, même s'il y avait parfois des échauffourées. Depuis 2001, et même un petit peu avant en réalité, quand on lutte contre les terroristes ou des réseaux criminels internationaux, là, on a en face de nous des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi. Les réseaux de drogue. Et c'est les réseaux de drogue et qui flinguent à tour de bras. C'est aussi pour ça que c'est très très dur pour un officier de renseignement. De plus en plus, on a commencé par leur mettre des gardes du corps. C'est très dur de recruter. On sait qu'on a une chance sur 2 de perdre ses agents. Non, la guerre secrète est devenue beaucoup plus violente. Beaucoup plus sanglante. Beaucoup plus sanglante, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en face, ils n'hésitent pas à tirer... c'est pire que ça. Non seulement ils n'hésitent pas à tirer, mais lorsqu'on essaie de les infiltrer et qu'ils arrivent à se dire, dans le groupe de 10 personnes, là, on sait qu'il y a une taupe, mais on ne sait pas qui c'est, ils sont capables de liquider les 10 pour être sûr que la taupe ne puisse pas monter dans la structure. Donc là, ce sont des organisations paranoïaques, ce sont des organisations extrêmement violentes, extrêmement cruelles, et donc c'est de plus en plus dur de les infiltrer. Et encore une fois, ça explique aussi pourquoi beaucoup de missions d'infiltration et de renseignement sont désormais dévolues à des militaires qui ont l'expérience des théâtres d'opération, qui savent tirer à peu près toutes les armes, qui savent se sortir de situations difficiles, et non plus aux officiers, ce qu'on appelle l'officier traitant classique, qui travaille depuis une ambassade. Et aujourd'hui, par exemple... Quand vous regardez évidemment à la télévision, sur Netflix ou ailleurs, les séries, les films et même les romans, vous trouvez que ça reste assez fidèle à la situation ou comme d'habitude, c'est la littérature ou la fiction qui fait un peu ce qu'elle veut? Écoutez, il y a des romans américains principalement, et quelques romanciers français aussi, qui sont assez fidèles par rapport à ce métier, mais la très grande majorité sont en dégalage complet, et notamment le fameux Bureau des légendes, qui est une vraie réussite cinématographique. Moi, je hurle d'abord, parce que d'abord, c'est un officier français qui trahit, et ça, c'est vraiment très gaulois que de faire une série d'espionnage avec un officier français qui trahit à tour de bras pour sauver sa belle. C'est totalement antinomique avec ce qu'est notre métier. Et puis, bien sûr, il y a quelques petites inexactitudes, mais vous savez, je sais que c'est aussi très très difficile de rendre au cinéma la réalité du métier de renseignement, qui est un métier lent, qui est un métier finalement qui n'est pas cinématographique. Oui, c'est ça. Et puis, comme vous dites, là, c'est le temps qui compte. C'est pas l'heure et demie, entre 2 épisodes, etc. Mais est-ce que alors, dernière question, ça m'intéresse beaucoup, Éric Dénessé, ça attire beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le goût de l'aventure, jeunes ou autres. Est-ce que le renseignement, y compris ce qu'il est devenu aujourd'hui, attire toujours autant de gens? Alors, ça attire toujours beaucoup de gens, et ça, c'est une bonne chose, avec malgré tout quelques limites. Vu que les gens ne savent pas ce que c'est, il y a beaucoup de déceptions dans les premiers mois ou les premières années. Parce que, vu qu'il n'y a pas encore de communication qui soit à la hauteur pour expliquer véritablement comment fonctionne le métier, un certain nombre rentrent et puis se rendent compte qu'on fait de plus en plus de technologies. Aujourd'hui, c'est de plus en plus du cyber, c'est... Connaître l'informatique à mort... Oui, la DGSE aujourd'hui est presque plus proche de la NSA américaine à travers son travail d'écoute que de la CIA. Et donc, c'est vrai qu'un jeune qui rêve parce qu'il a vu des films en se disant « je vais courir le monde », il faut qu'on lui explique que pour un type sur le terrain, il y en a 10 ou 12 en base arrière, et qu'il aura peut-être une fois ou deux dans sa carrière l'occasion de passer 3 ans à l'étranger, mais qu'en réalité, c'est du travail de synthèse derrière un bureau. Et qu'on lui explique que le type sur le terrain ne peut rien faire sans la base arrière.
militaire. En plus. Ça, en plus. Voilà, donc il y a tout ce travail de communication qui a commencé à être fait en France, bien sûr, avec un peu de retard sur les autres pays les pays anglo-saxons qui l'avaient fait avant nous. Et puis on a beaucoup recruté ces derniers temps. C'est en train de se tasser parce que effectivement, on va pas non plus multiplier par 10 nos services en France. Alors dites-moi, ceux qui vont, je parle de gens qui vont exécuter les missions, Oui. les vrais secrets, les vrais clandestins, qui vont soit tuer, soit neutraliser, etc. Ils dépendent en France de qui? De quel ministère? Alors en France, ce sont des unités militaires, ce sont des clandestins, mais ce ne sont pas des unités militaires clandestines parce qu'elles dépendent de la DGSE qui est rattachée à la présidence et non pas de l'état-major des armées. Et du ministère de la Défense. Elles sont rattachées administrativement au ministère de la Défense, mais on peut dire que le principal employeur aujourd'hui est l'Élysée, parce que c'est le niveau stratégique. C'est la présidence de la République. Voilà. Ouais. Mais ils vont intervenir parfois là où sont nos forces armées, mais avec des missions et un commandement différents, ce qui les distingue des unités militaires clandestines qu'on a décrites dans le livre. C'est ça. En tout cas, un livre passionnant. Je vous le conseille, je le recommande. La nouvelle guerre secrète. Et vous en apprendrez en tout cas pas mal de choses. Absolument, et c'est aux éditions Mareuil, déjà en librairie. Nous étions avec Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et puis tout de suite, André Berkoff et Céline Alonso reçoivent Francis Cabrel, qui est en tournée et qui passe par la case Sud Radio, évidemment. Donc on en parle tout de suite jusqu'à 14h.